Donc, moi, je vais vous évoquer les monuments néolithiques en pierre dans le sud du Massif central. Donc, en allant de la description à l'approche ontologique, nous allons voir ce que... Alors, il faut que je me... Ici. Donc, ces monuments en pierre se situent donc dans le sud du Massif central. On a la carte en bas à droite qui montre la zone géographique. Et dans cette région, on rencontre un très grand nombre de monuments qui ont été érigés entre 5000 et 2300 avant Jésus-Christ, approximativement, qui sont composés de trois grands ensembles. Un ensemble de qu'on appelle des menhirs, des pierres dressées, des stèles mégalithiques, donc, et un ensemble funéraire. Vous m'entendez bien? Ça va au niveau du son? Allô? Est-ce que Je vous pense que m'entendez c'est bien? bon, le son. D'accord. Le son Donc, un est joli. ensemble de monuments funéraires composés notamment de dolmens, mais il y a aussi de nombreuses cavités sépulcrales qui ont été aménagées. Et puis un groupe important enfin plusieurs groupes d'ailleurs même de statues menhirs, mais moi j'évoquerai surtout le groupe Rouergue, qui est dans la partie sud-ouest. Oui, je vois, on voit le point ici. Donc c'est 1600 pierres dressées, dont 250 statues menhirs, 3000 monuments mégalithiques, plusieurs centaines de cavités sépulcrales. Et la recherche archéologique s'est souvent tournée vers des questions de description des structures, des recherches de la fonction, des recherches sur les techniques, voire après des interprétations utilitaires ou économiques, ce qui est en général la part physique, parfois sociale de ces monuments. Mais la symbolique, les croyances, les mythes ne sont que très rarement abordés par manque d'informations, manque de recherche, mais aussi parfois par crainte de pouvoir démontrer des observations ou des hypothèses. Pourtant, ces sociétés, elles évoluent bien dans un monde global qui est complexe et régi par de nombreuses croyances. Et ces monuments, notamment les monuments funéraires, qui pourraient paraître anachroniques dans ce corpus, sont certes des monuments qui ont une fonction de sépulture, mais probablement pas que cela, loin s'en faut, et de nombreux cas montrent que ça dépasse le cadre simple du tombeau destiné à recevoir les défunts. Oh, il ne faut pas que je me trompe moi avec. Voilà, ces monuments sont souvent usés, remaniés bien sûr et ruinés. Il n'y a pas de traces écrites, on est dans la période de la préhistoire. Il y a extrêmement peu de traces des rites ou des rituels, excepté dans les monuments funéraires où on a une partie de ce qui a pu se passer au niveau des dépôts funéraires. Et c'est dans un contexte au départ de néotilisation, c'est-à-dire d'arrivée de populations agricoles en provenance de l'Est méditerranéen qui sont arrivées dans un monde de chasseurs-collecteurs qui était en place déjà depuis très longtemps. Suite à cela, s'en est suivi une expansion démographique importante de ces communautés agro-pastorales. Cette expansion a amené des bouleversements économiques et sociaux, et notamment la constitution de réseaux d'échanges à longue distance, puis l'arrivée de la métallurgie. Et bien en parallèle, c'est dans ce contexte que apparaissent et puis suit une expansion de pratiques symboliques qui ont consisté à ériger des pierres, des menhirs, des stèles, des statues et construire des monuments funéraires. La question, c'est comment retrouver le sens, la signification de ces monuments et que nous disent-ils de la vision du monde et des communautés qui les ont érigés. Bien sûr, pardon. Donc je vous présente une carte de la néolithisation pour bien situer le contexte. Donc on est dans le sud de la France au moment de l'impact de l'arrivée des premiers colons néolithiques vers 5800 avant Jésus-Christ, qui auront d'ailleurs pas beaucoup de succès à ce moment-là, mais c'est plutôt vers 5400, 5200 que la néolithisation va vraiment débuter dans cette région et gagner tout l'ensemble du territoire. Tout cela en provenance bien sûr de la Méditerranée orientale, par le courant méditerranéen pour le sud de la France. Un autre phénomène se produira dans le nord de l'Europe occidentale par le courant danubien. Ces gens-là arrivent bien sûr avec, ce sont des familles qui arrivent avec leurs animaux, leurs céréales, mais ils arrivent aussi avec leur bagage intellectuel et leurs croyances, leurs mythes. Et ça, c'est des sujets qui sont peu évoqués, que je n'évoquerai pas aujourd'hui parce que trop peu de recherches ont été menées dans ce domaine. Mais il y aurait sans doute à faire dans ce domaine-là. Si on revient sur nos monuments de pierre,
en gros, entre 5000 et 3500 avant Jésus-Christ, dans une la première moitié de cette période, on va retrouver près de, je vous ai dit, de 1500 pierres dressées, 1600 pierres dressées, menhirs ou stèles mégalithiques. Alors, les menhirs, on pourrait qualifier de menhirs des pierres qui ont été dressées, verticalisées, peu ou pas mises en forme, peu ou pas taillées. Donc, le geste de relever une pierre. Mais rapidement, ces pierres vont être mises en forme au point d'avoir une forme qu'on qualifie souvent d'anthropomorphe, comme celle qui est ici en bas à gauche, qui va dessiner une silhouette humaine. Et c'est la grande majorité de ces pierres dressées sont plutôt des stèles mégalithiques. Vers 3600, 3500, il va se passer une rupture assez nette, assez marquée, où c'est que la plupart de ces pierres dressées, dont certaines sans doute continuent à être d'ailleurs érigées ou mises en place dans cette période-là, mais quand même la plupart sont déjà en place. Et à partir de 3600, on va avoir ces communautés qui vont construire dans la zone calcaire des dolmens et dans la zone plus au sud des statues menhirs. Et ces statues menhirs sont dans une zone naturelle qui est composée de grès, de schiste et de granit, principalement. On remarquera que les statues menhirs, la plupart, hein, bien qu'il y ait toujours des exceptions, sont dans des zones où on retrouve peu de dolmens. Ici d'ailleurs, comme dans la zone du Languedoc oriental. C'est moins vrai dans la zone au nord de Montpellier qui est ici. Le contexte géologique et paysager, puisque c'est quand même s'il y a autant de monuments en pierre, de statues menhirs, de dolmens, c'est parce qu'il y a un environnement minéral qui est important. On est donc je vous l'ai dit, dans le sud du Massif central, sur des plateaux d'altitude qui se varient qui vont de 300 à peu près à 1000 mètres d'altitude pour la grande majorité. En domaine calcaire, ce qui est ici dans ce jaune orangé, des granites et des schistes, des cévennes dans cette zone, et des granites, des grès et des schistes de la zone qu'on appelle le Ségala, le Bijois, les monts de la Cône. Pour avoir une idée des paysages dans lesquels on rencontre ces monuments, je vous présente un peu quelques photos de la zone. Donc, les plateaux calcaires, ce sont des grands plateaux tabulaires, constitués de calcaire, qui ont été plus ou moins anthropisés. Alors ici, on voit que c'est très anthropisé sur ce plateau, mais celui-ci, il est beaucoup moins. C'est sans doute une zone qui devait peut-être ressembler à ce qu'ont pu voir les néolithiques. Il n'y a pas eu de mécanisation de cette zone. Il y a eu bien sûr une anthropisation médiévale, mais pas de mécanisation. Mais cette région est aussi composée de nombreuses vallées et plateaux intermédiaires qui sont fertiles et favorables à l'élevage et à l'agriculture. Ce qui était le cas au néolithique, puisqu'on a eu une forte expansion de ces communautés agropastorales, et qui est toujours le cas d'ailleurs dans cette région aujourd'hui, où l'agriculture continue à faire la force du tissu socio-économique. On est là juste pour l'anecdote, dans la zone de fabrication du Roquefort, un célèbre fromage. Sans doute vous avez entendu parler. Ici, on est sur le secteur de Millau, donc aux alentours de la région des Grands Cosses. Ici, on est dans le rougier de Camarès, donc, et cette zone ici, c'est plutôt les monts de la Cône, c'est à 800 mètres d'altitude. Ce sont aussi des plateaux fertiles, et c'est dans ces zones qu'on retrouve les statues menhirs, et dans ces zones qu'on retrouve les dolmens. Autour de ces zones agricoles cultivées, on retrouve autour et dans les zones d'ailleurs, dans ces zones, au sein de ces zones, des environnements minéraux assez particuliers, assez spectaculaires, assez impressionnants. Ce sont notamment les ruiniformes dans des formations géologiques dolomitiques qui ont laissé, dont l'érosion a laissé des formes spectaculaires dans le paysage qu'on voit toujours aujourd'hui et qui ont souvent pris des noms. En 1884, Martel, le pape de la spéléologie,
avait appelé ce cirque-là de Montpellier-le-Vieux, qui n'a rien à voir avec Montpellier, mais qui a pris ce nom. Il l'avait appelé l'échiquier, avec la tour, le fou, les pions. On retrouve de nombreuses colonnes. On a aussi des formes naturelles spectaculaires dans beaucoup d'autres endroits. Ici, sur un cos qu'on appelle le cos Méjean, qui est le plus haut de la région, à 1200 mètres, où on a cette roche qui pourrait faire penser au statut de l'île de Pâques, et que les gens du secteur ont appelé la Reine des Prés. Mais de plus au sud, dans le Larzac, on retrouve d'autres formations, avec ici appelé le Sphinx, des colonnes. Dans la région des gorges du Tarn aussi, une grande zone dolomitique qui fait plusieurs dizaines de kilomètres carrés, où c'est qu'on a énormément de colonnes et des formes naturelles comme ce que les gens ont appelé le dragon, qui est un rocher bien sûr naturel, mais qui fait une 80 ou 100 mètres de long, je crois. Donc des choses marquantes pour les populations qui sont arrivées au néolithique dans ces régions. On les rencontre les mêmes choses aussi d'ailleurs dans les chaos granitiques, avec des rochers aux formes diverses auxquels on a souvent donné des noms, comme dans le Sidobre, l'Oie, les Trois Fromages et bien d'autres que je ne citerai pas là. Mais qui sont spectaculaires dans le paysage. Ce sont des choses qu'on peut aujourd'hui voir encore et qui ont donné lieu d'ailleurs à beaucoup de légendes, mais qui ont dû aussi certainement marquer les populations néolithiques qui sont arrivées là. C'est dans ces environnements qu'on va retrouver ces pierres dressées, pour revenir à notre sujet, donc, qu'on a qualifié plus ou moins d'anthropomorphes pour les premières stèles qui sont dites aniconiques. Elles ne sont pas de gravure, bien que on ne sache pas si elles ont été peintes, mais elles sont tellement usées. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la version usée de monuments qui ont été érigés il y a 6 ou 7 millénaires. Donc là, on a à gauche la statue enfin la stèle de la Vessière à la Chaîne des Bonneaux, qui fait près de 6 mètres de haut, des stèles en granit, donc des stèles en calcaire, comme ici le pal qui fait un peu plus de 3 mètres, ou celle-ci à la Nuéjole qui fait 2 mètres 70 ou 2 mètres 80. À la Chaîne des Bondoy, c'est un site exceptionnel pour ce genre de sujet, puisqu'il y a 150 pierres dressées, dont une grande partie a été relevée, qui sont dans un environnement particulier qu'on va voir. On a des formes plutôt fusiformes, plutôt peu mises en forme, peu travaillées, mais qui vont petit à petit être de plus en plus travaillées pour obtenir des formes ogivales ou rectangulaires, un peu plus rectangulaires ou triangulaires ici, qu'on retrouve d'ailleurs après beaucoup plus tard sur les statues menhirs, qui sont souvent faites dans des pierres de forme comme ça, ou aménagées de cette façon. Cette évolution vers des formes anthropomorphes, on la retrouve aussi beaucoup plus au sud, à 100 km, dans les monts de la Cône, avec de grandes stèles, de plus ou moins grandes d'ailleurs, stèles qui ont été érigées. Celle des Prates ici fait près de 4 mètres d'eau, dépasse du sol, elle fait plus 4 mètres, mais elle dépasse de près de 4 mètres. Donc elle a une forme extrêmement bien travaillée, mais elle ne porte pas de gravure comme les statues menhirs qu'on va voir tout à l'heure. Ces formes anthropomorphes, elles ont évolué petit à petit vers des formes plus marquées. Les autres, on discute encore entre archéologues, est-ce que c'est vraiment anthropomorphe, est-ce que ça ne l'est pas. Quand on a des monuments avec des stèles mises en forme et des têtes dégagées, on appelle ça des stèles à rostre aspical, là on peut parler déjà vraiment de mise en forme anthropomorphe. On a collé plusieurs cas, comme ici une grande stèle du Pal, sur le cos du Larzac, et d'autres qui sont beaucoup plus au sud, dans les monts de la Cône. Je vous ai dit qu'elles avaient été érigées à proximité de particularités parfois géologiques, ou dans des contextes géologiques très particuliers, ce qui va nous amener à la discussion sur ce que les hommes ont pu voir dans le monde qui les entourait, et ce qui comment on pourrait éventuellement essayer de retrouver le récit de ces populations. Toujours la chaîne des Bondons, ces 150 pierres dressées ont été érigées à proximité de deux puèches que vous avez ici et ici, qui sont particulièrement marquantes dans le paysage et qui ne peuvent empêcher d'évoquer des saints, avec peut-être ici une dorsale qui, dans certains cas, a été interprétée comme le ventre de personnages féminins.
quelques images de cette champ des Bondons avec ces mégalithes qui sont toujours en co-visibilité de ces deux puèges qui sont ici. Ici ou ici encore. Donc un contexte quand même géologique très particulier. Il serait étonnant que 150 pierres aient été tressées dans cet environnement sans qu'il y ait une interprétation de ces paysages. Et ce phénomène, on le retrouve dans d'autres secteurs beaucoup plus au sud, où des sommets coniques autour de sommets coniques, on va retrouver des statues menhirs ou des pierres dressées. Ici, à Montalet, c'est un point dominant du sud du Massif central, 1300 mètres d'altitude, enfin 1259 exactement, 1259 mètres d'altitude, donc, qui est visible à plusieurs centaines de kilomètres. On voit les Pyrénées, on voit les volcans d'Auvergne de là. Donc et autour, on retrouve ici la statue menhir de Montalet que nous avons représentée, redressée, mais que nous avons fouillé, on le verra tout à l'heure, qui était couchée à cet endroit-là, et des stèles mégalithiques assez nombreuses aussi en périphérie. Ici, sur le cos du Larzac, au Caïla, dans l'Hérault, le menhir dit de Servières, et deux autres stèles mégalithiques que j'ai fouillées un peu plus au sud, près de la Méditerranée, donc pas loin d'un cône de quartz, le Symbosile, qui est visible lui aussi dans le paysage et qui forme un géosymbole remarquable dans le paysage à plusieurs dizaines de kilomètres. Et une des clés qui a permis d'avancer un petit peu, puisque ces recherches sont quand même relativement récentes sur les interprétations, c'est la découverte il y a 3 ans du site du bois de Moussu. Donc au départ une grande pierre dans une forêt avec pas mal de végétation, qui a été immédiatement interprétée, que j'ai interprété puisque c'est moi qui l'ai découverte, comme un dolmen. Mais il s'est avéré qu'en fait, le site était beaucoup plus étendu que ce qu'il n'y paraissait, beaucoup plus complexe. Après nettoyage, donc cette table du dolmen qui était ici, s'est avéré être une grande stèle anthropomorphe, avec le dégagement d'une tête au sommet, les épaulements. Donc là, c'est un bloc qui fait plus de 20 tonnes, j'ai bien environ, mais c'est plus de 20 tonnes. 4,70 m de long, 3 mètres de large, pour près d'1 mètre d'épaisseur. Donc c'est vraiment un bloc énorme, qui est positionné dans une pente au-dessous d'un replat rocheux qui est très sympathique, mais on comprenait pas pourquoi cette dalle a été positionnée à cet endroit. À proximité, j'ai trouvé en nettoyant une statue menhir archaïque qui gît ici, qui est en 2 morceaux, mais qui est reconstituée ici. Et le nettoyage et la fouille du site ont permis de montrer que en fait le site faisait près de 3 hectares. Il s'étend ici vers l'est sur 300 mètres, et ici aussi. Et là, on est sur la partie ouest, qui est la plus importante, que j'ai mis en photogrammétrie, qui a été reconstituée en photogrammétrie. On a la table du dolmen ici. Le replat rocheux qui est ici, il est vu à 45 degrés pour bien le montrer. Et qui est construit en fait sur un réseau de failles naturelles, qui sont ici. La principale circule ici, qui ont été bouchées, aménagées par les hommes du néolithique. Et une des questions, c'était pourquoi ont-ils construit ce dolmen-là? Alors bon, ils ont fait ça sur des failles. On connaissait un ou deux cas, mais on comprenait pas forcément bien ce qui se passait là. D'autant plus que ici, on a tout un tas de pierres effondrées qui sont en fait un système de gradins. Donc il y avait une mise en scène, une véritable sanctuarisation de ce site. Et la forme de cette table, comme de la statue menhir archaïque, rappelle des monuments qu'on connaît en Espagne vers la fin du 5e millénaire, le début du 4e millénaire, c'est-à-dire vers 4000 avant Jésus-Christ, approximativement, plus ou moins 200 ans de part et d'autre. Ces failles sont visibles à l'hiver, de telle sorte que c'est des failles qui sont très profondes, celle-ci fait 50 mètres de long, 8 à 10 mètres de profondeur, 1 à 2 mètres de large, et elle a été causée en fait par un glissement de terrain qui a déplacé cette partie de montagne vers le sud, ici en décollant d'énormes blocs dans cette région. Donc c'est un phénomène tout à fait naturel. Et j'habite moi dans cette région, je me suis souvenu que mon père m'avait dit que dans cette région, dans ce coin, là, il y avait des grottes qui fumaient en hiver quand il faisait froid. Donc je suis allé voir en hiver ce secteur.
Et en effet, quand on y est, par un phénomène tout à fait naturel de convection et de condensation, on se retrouve avec des colonnes de vapeur qui sortent de ces failles et qui se condensent dans l'atmosphère. Ce qui est important, c'est que ces failles ont été quasiment entièrement bouchées, sauf à deux endroits, à l'entrée du dolmen et à l'extérieur, pas loin de la statue Menhir, où c'est qu'il y a un soupirail qui est aménagé ici, et par lequel s'évacuent ces colonnes de vapeur. Donc une mise en scène de phénomènes naturels qui sont quand même relativement spectaculaires et qui font, ces colonnes de vapeur font 8 à 10 mètres de haut, ou 15, voire 15 mètres de haut quand il y a beaucoup de différentiels thermiques. Donc on n'a pas pu s'empêcher de penser que cette mise en scène devait évoquer pour ces populations-là, ériger des statues, mettre un dolmen sur ces failles, devait évoquer pour ces populations quelque chose en lien avec le monde souterrain. Alors je ne sais pas si s'ils ont vu à travers ces colonnes de vapeur les esprits de leurs ancêtres ou d'autres forces surnaturelles, mais en tout cas ils ont mis en scène, ce qui est certain, et sanctuarisé ces phénomènes naturels. Et sur le site, il y a 5 autres points qui sont de même nature. Alors, il n'y a pas des dolmens aussi spectaculaires, mais il y a des tumulus qui sont construits, notamment un peu plus loin, vers ici, vers l'est, où c'est que toutes ces sorties de colonnes de vapeur et de failles ont été aménagées avec des structures funéraires probablement néolithiques, du néolithique moyen. La question qui s'est posée, c'est est-ce que ce cas est unique? Parce que, évidemment, bon, ça pouvait toujours être un unicum. Bon, quelques groupes qui avaient qui avait vu quelque chose de particulier à un endroit et qui l'avait mis en scène. Ben non, parce que je connaissais plus au nord, à 30 km environ, un site avec un dolmen qui posait problème par sa position, par son environnement, donc le bas de l'Archer. Et en le revisitant et en le nettoyant, il s'est avéré que ce dolmen avait été aussi construit sur un réseau de failles lié au même phénomène, un glissement de terrain, la montagne, qui avait glissé et des décrochements d'énormes blocs de plusieurs milliers de mètres cubes qui ont laissé des fissures dans la montagne. On en a une ici, on en a une ici, on en a un réseau ici. Là, elles sont bouchées par la végétation actuelle, mais juste au-dessus, on retrouve les mêmes phénomènes de condensation et de convection et de condensation par temps froid. Donc là aussi, une mise en scène de monuments funéraires dans le cadre d'environnement géologique et de phénomènes géologiques particuliers. En cherchant dans la littérature, on a trouvé bien sûr d'autres monuments qui avaient été construits sur des cavités, souvent interprétés d'ailleurs pour faciliter le travail des constructeurs de ces dolmens. Donc comme des cavités utilitaires en quelque sorte, et plus que même en quelque sorte. C'était pour gagner de l'espace pour les chambres funéraires. Moi, je pense pas que ce soit ça. Des gens qui ont pris la peine de transporter des blocs qui font des dizaines de tonnes ne s'arrêtent pas à un avantage quelconque d'un bout de fissure dans le rocher. Il y a sans doute d'autres éléments en lien avec l'interprétation du monde naturel, ou du monde qui les environne par ces populations. On a ici deux autres cas à fond couverte, toujours dans l'Aveyron, où un effondrement a montré qu'il y avait un réseau souterrain sous le dolmen, et un autre dolmen où une fissure comblée se voit encore sous le dolmen. Nous avons, là je viens d'évoquer la fin un peu chronologiquement la fin, les derniers dolmens sont plutôt d'ailleurs appartiennent à la même période que les statues menhirs qu'on va évoquer. Donc plus au sud, on retrouve plus aucun dolmen dans la partie où c'est que les mêmes populations vivaient d'ailleurs. Hein. On a les mêmes outils, on a les mêmes cultures matérielles. Mais on retrouve des statues menhirs. Ces statues menhirs ou ergates, elles sont donc érigées, je vous l'ai dit, dans un contexte de terrain gréseux ici et granitique ou schisteux ici. La photo est prise depuis les Avancos, qui sont des zones calcaires où c'est qu'il y a des dolmens, et on retrouve donc des dolmens ici, 300 mètres en contrebas, donc 600 mètres de distance, on retrouve des statues menhirs.
mais aucun dolmen dans ces rougiers des dolmens de la période des statues menhirs, et aucune statue menhir en domaine calcaire. La différence principale entre ces deux zones, c'est que dans les domaines calcaires, les sols préservent les eaux, donc ce sont des sols calcaires dans lesquels les eaux se préservent puisque le squelette est constitué de beaucoup de calcium. Dans les zones des statues menhirs, les sols sont très acides et les squelettes disparaissent très rapidement. Donc, je donne une bonne hypothèse pour comprendre d'entrée, c'est que pour moi, ça participe d'un même, les deux phénomènes, dolmen et statue menhir, participent d'une même forme d'expression. Mais dans un cas, on protège les ancêtres, les esprits, les défunts dans les dolmens, et dans l'autre cas, c'est une réincarnation pour moi dans la pierre des défunts qui ont été mangés quelque part par les sols acides. Donc ces statues menhir ou ergates, elles représentent des personnages, donc là, de façon relativement schématique, mais quand même assez figurative. Ils sont représentés par le visage, les yeux et le nez, les bras ici et les jambes. Ici même chose, mais le visage, les yeux, mais les seins en plus et une chevelure. Dans ce cas-là, il s'agit d'une statue féminine, et dans ce cas-là, on considère qu'il s'agit de statues masculines. Ces statues présentent plusieurs attributs. Le premier, un des plus fréquents, le plus fréquent même, et systématique, c'est la ceinture, qui est aussi bien sur les statues masculines que féminines. Donc, il montre que en fait, ces personnages étaient habillés. Les jambes sont relativement courtes, ce qui montre aussi qu'ils sont en position, en tout cas c'est interprété comme ça, en position assise. Et parmi les attributs, pour les statues masculines, on va retrouver un fourreau poignard soutenu par un bautrier qui passe dans le dos ici. Parfois une hache, un arc et une flèche. Et pour les statues féminines, on ne retrouve pas d'armes, on retrouve de la parure, des colliers, une ou plusieurs pendeloques ici. Et ce qui marque évidemment la féminité le plus fortement, c'est la présence des seins. Aucun autre caractère sexuel n'est présent sur aucune statue menhir, et la bouche de façon extrêmement rare, on va la voir dans 4 cas qui viennent. Les oreilles, même chose, ne sont pas représentées. Donc sans doute une présentation symbolique de personnages. Est-ce que l'absence de bouche signifie qu'ils ont disparu et que on représente là leur esprit ou leur mémoire? Je pense que ça doit être quelque part vers ça qu'il faut chercher la réponse. Ces statues sont parfois en grès comme celles qu'on vient de voir, mais celles les précédentes faisaient entre 1 mètre et 1 mètre 60, mais il y en a une de très grande, la pierre plantée, qui est toujours en place dans les monts de la Cône, qui fait 4 mètres 50 de haut. Bon, pas tout à fait 4 mètres 50 en dépassement du sol, mais elle fait 4 mètres 50, et qui est érigée dans un environnement à proximité aussi du pic de Montalet. Et le granit, d'ailleurs, vient de la base de cette montagne. Il a été traîné sur 4 km jusqu'ici. Ce bloc fait environ 10 tonnes. C'est une statue très usée. On la voit un peu mieux sur les photos anciennes de 1930 ou 1920, où on voit le poignard, le fourreau poignard ici, la ceinture et les jambes. On continue quand même à voir un peu ici. Là, toujours autour de Montalet, la statue dont qu'a évoqué Luc tout à l'heure, qu'on a fouillé avec Jean Gasco, qui a été victime d'iconoclastie probablement pendant la période de christianisation, où c'est que la face a été piquetée et un moyen de coin en fer, elle a été abattue en cassant le bloc. La base est restée en place, ce qui a permis de fouiller son emplacement et de trouver un peu de charbon que nous avons daté autour de 2800-2620 avant Jésus-Christ. Donc probablement une datation assez fiable par rapport à ce qu'on connaît de ces statues. Les statues en grès sont en général les mieux conservées, celles qui sont les plus figuratives, qui ont été le mieux préservées. Le granit s'érode très facilement, et sans doute les statues en granit étaient plus grandes et plus imposantes, sont restées plus longtemps aussi à l'air libre, donc alors que celles en grès ont été plus rapidement abattues. Donc on a
en général des statues en grès qui sont un peu mieux conservées. Ici, celle de Paille-Malbio, avec son poignard tenu à la main, et une crosse ici, qui nous fait dire que sans doute ça fait partie des plus anciennes. Il serait pas surprenant que cette statue soit à la charnière entre les pierres dressées, les dernières stèles anthropomorphes juste à Rostra Pical et les statues menhirs. Le fait de mettre de haut pour environ une tonne. Ici, la statue des Morels, qui fait aussi 2 mètres de haut. Ces 3 pierres ont été déplacées sur environ 15 km. Donc le Morel représente un personnage masculin aussi avec son gros poignard, son arc ici et sa flèche. Celle de Malviel, qui est dans les monts de la Cône, qui est pas très loin de celle de Paille-Malbio, représente 2 états au minimum. Alors on a une discussion avec Luc Jalot sur savoir quel est le premier état, si c'est le masculin ou le féminin. De façon générale, ces statues, une vingtaine ont été transformées d'un état masculin à un état féminin. Une seule en cas inverse. Donc il semble que là, quand même, on ait aussi une statue masculine avec sa hache qui est ici, son baudrier et son fourreau poignard qui a été effacé, qui devait être ici, et qui a été féminisé par adjonction des seins, des colliers et des seins. L'autre sein est ici, un est ici, et l'autre et les colliers sont ici. Donc 2 états probablement successifs, 2 états successifs, c'est certain, et probablement d'abord un masculin puis un féminin. On a quelques cas de statues qui sont pas destinés à être plantés en terre, comme le Mont Vallon, et qui est ici, qui est une petite statue qui fait 60 cm. Donc vous voyez, la plus grande 4,50 m, la plus petite 60 cm, qui est une statue féminine avec les seins et les colliers. Ou Regan L2, même chose. On ne sait pas si le visage a été décapité dans un phénomène d'iconoclastie ou des accidents des accidents modernes, quoi, en quelque sorte. À droite, la statue de Durenc, qui, elle, montre une chose, c'est que ces gens-là avaient des relations avec l'extérieur. C'est une statue qui est totalement atypique dans le groupe Rouerga, mais qui, par contre, ne déparierait pas en Italie, à Lunigiane, où on retrouve dans le contexte Fileton Bagrate, ce genre de statue. Donc, ce qui avait fait dire à un archéologue que c'était un émigré italien, qui était venu dans l'Aveyron déjà au néolithique. D'autres statues en grès, les 3 féminines de l'Albespie, ici, qui sont ces 2 sont très bien conservées. Celle-ci, malheureusement, a été rejetée d'eau. Ces 2 sont rejetées face à terre, ce qui est un des cas quand même les plus fréquents. Et celle-ci a été rejetée le dos à terre, et donc la face a subi les accidents des outils agricoles pendant les travaux agricoles. Donc l'Albespie 2 avec son collier ici, et son sein ici, une belle ceinture en chevron, et l'Albespie 1 avec une petite pendeloque. L'Albespie 2 a aussi 2 petites pendeloques. Et l'Albespie 1, dans un deuxième temps, alors on ne sait pas si c'est concomitamment ou un peu plus tard, ils ont voulu rajouter les seins pour bien marquer la féminité, ils les ont mis au milieu de la figure. Bon, voilà, il n'y avait pas de place de les mettre ailleurs, ils ont préféré les mettre comme ça. Les 3 statues de somme courte, qui sont 3 statues masculines, donc avec les poignards, les fourreaux poignards ici, ici et ici, mais qui sont de typologie quand même très différente, ce qui montre que sans doute, là on a une succession dans le temps, mais qu'on ne sait pas mesurer de ces statues. On a quelques statues avec des états recto-verso, comme ici, où une première statue est très usée au lac de la Raviège, donc dans le dos, il nous reste que lever du visage, une partie du sommet, et un peu de ceinture, et sur l'autre face, une statue plus récente qui a été regravée a posteriori. Ces statues sont en général dites muettes, elles n'ont pas de bouche, sauf quelques cas, bien qu'encore il y ait des cas, ce soit toutes des cas particuliers. Celles de la Raviège qu'on vient de voir, comme celles de la Gesse du Terral, ont des visages extrêmement proches, qui pour moi, évoquent plutôt un masque qu'un visage en lui-même, puisque le nez n'est pas représenté. Donc sans doute, on n'a pas représenté la bouche, mais on a représenté un masque sur ces statues. Sur celle de Reganel, c'est la plus figurative, bien sûr, des statues, où là, le visage est le plus expressif, le plus réaliste en quelque sorte, avec les colliers, la pendeloque et les seins. Mais on voit ici un bras d'une statue initiale qui a été effacée lors de la gravure du 2e état, qui est celui le plus figuratif. Et celle ici de Jouveirac était une statue à la base
initiale féminine avec son collier, ses colliers ici et son visage ici, les seins ici. Donc qui a été réutilisé pour fabriquer un deuxième, pour ériger une deuxième statue avec qui elle possède une bouche, donc qui est une statue certainement assez récente et qui est et dans ce cas-là la première statue par iconoclastie sans doute a été plantée la tête en bas et on a refait une deuxième statue. Il faut noter que c'est un des rares cas de féminine remplacée par une féminine, puisqu'il s'agit là, on a des colliers, on pense que ça c'est une statue féminine, et donc là il y a eu vraiment une volonté d'iconoclastie du personnage précédent. On a aussi dans ce groupe des statues Rouergat un petit sous-groupe qui s'appelle le sous-groupe de Tauriac, qui est constitué de statues à figuration schématique, sur lesquelles on peut ici voir sans doute le bourrelet du visage et les colliers. Sur celle-ci, un pic de mineur, sur celle-là, un poignard. Mais sur celle-ci, qui a été trouvée donc aux planètes, qu'a évoqué Luc, on va en dire un mot juste après. C'est juste un cartouche rectangulaire avec des bandes qui insèrent le monument et des bandes latérales. Ce qui est vrai d'ailleurs pour tous ces monuments, où c'est que cette bande latérale qui n'est absolument jamais présente sur les statues classiques est présente sur tout ce petit groupe schématique. Et ce groupe schématique a été retrouvé toujours en contexte minier. On sait aussi que c'est la fin du groupe des statues minières Rouergat, parce qu'il y a deux cas, comme celui-ci, où ce graphisme schématique a recouvert un graphisme classique, avec le visage ici, le poignard ici, la ceinture ici. Et même chose pour celle-ci, où dans le dos d'une statue classique, avec baudrier, crochet omoplate, en fait tout l'attirail classique des statues, il a été gravé un motif schématique comme un peu semblable à celui du planète. Alors le planète, pour revenir au contexte humain, quand on l'a trouvé il y a 7-8 ans, on a engagé des sondages et des fouilles sur ce site. C'est un agriculteur qui avait découvert cette statue. Donc on est allé vérifier sur le site, on a engagé des fouilles pour voir si vous avez un contexte dans quel contexte elle pouvait avoir été érigée. Est-ce qu'on avait quelque chose qui nous indiquait ce qu'avaient pu faire autour ces populations. Nous n'avons trouvé qu'un sol érodé. Dans cette zone ici, la stèle était ici. Mais par contre, en faisant des sondages plus loin, nous sommes tombés sur un énorme atelier de métallurgie qui a fonctionné pendant plus de 5 ou 600 ans. Donc cette statue était bien dans un contexte de métallurgie du cuivre. Ici, on a les fours de métallurgie du cuivre. Donc l'atelier est daté entre 3300 et 2500. La partie la plus ancienne ici en bas est autour de 3300 avant Jésus-Christ, alors que la partie la plus récente dans cette zone ici où il y a 3 mètres strati est datée à 2500, avec une succession de couches ininterrompues entre ces périodes. Ce qu'ont fait ces statues et ces dolmens, ce groupe qu'on appelle nous dans notre région le culturel le groupe des Treilles, qui est une riche culture agro-pastorale, mais aussi avec une métallurgie très développée, précoce et développée. Donc vous avez quelques éléments de ce qu'ont pu produire ces gens-là, donc de la céramique assez classique, beaucoup de pointes de flèches. C'était particulièrement actif en tant qu'archer. Certains dans les tombes on retrouve quand même pas mal de blessures avec des pointes de flèches de ce type-là. Des poignards comme ici ou ici. Et celui-ci, il est un silex du Grand Pressigny. Le Grand Pressigny, par rapport à cette région dont je vous parle, est à environ 600 km. Donc c'est des échanges à très longue distance. On a trouvé d'autres éléments qui pouvaient venir du centre de l'Espagne ou de la vallée du Rhône. Beaucoup d'industries de l'os et du bois de serre, ici. Et dans les tombes, beaucoup de parures. On a énormément de parures qui accompagnent les défunts dans les tombes. Des colliers de toutes sortes. Mais je vous l'ai dit, ils avaient une riche production métallique. Donc ces gens-là, ils produisent de la parure, beaucoup en cuivre, des perles à renflement médian, des pendeloques en griffe qui imitent les dents des animaux, tout un tas de perles biconiques, olivères, etc. Et puis quelques armes ou outils, ici un ciseau, des poignards, des haches et des alènes. L'alène est sans doute l'outil qui a le plus remplacé le poinçon en os pour fabriquer, en tant qu'outil de service.
Les autres, on fonctionnait aussi. Les poignards ont servi, puisqu'il y en a un qui est planté dans une vertèbre humaine. Il a servi à tuer quand même une personne, donc ils ont aussi servi. Mais ils ont pas tant que ça remplacé, a priori, l'outillage, l'industrie lithique en pierre. On va revenir brièvement sur les dolmens de cette période. Donc les dolmens, voilà quelques exemples. Et ici le grand dolmen de Boussac. Ici celui de voisin aussi de Boussac, avec un chevet qui a été taillé en forme anthropomorphe. Ici. Un dolmen avec une table particulière qu'on va revoir, et ici un des rares, puisqu'il n'y en a que deux dans les massifs granitiques qui sont dans la zone des statues menhirs. On a beaucoup de dolmens aussi aux interfaces des paysages, donc on a toujours une relation forte entre les dolmens, les statues menhirs et le contexte paysager ou géologique. Ici, au sud, la région des statues menhirs, donc ça c'est le dolmen de Puy-Chevalier, et au nord la région des Grands Cosses, où c'est qu'on a des grands plateaux calcaires. Ici, la vallée du Tarn, avec, il n'est pas là sur la photo, mais il y a le viaduc de Millau juste à côté. Il y a des tables particulières sur certains dolmens qui ont été taillées exprès, donc on ne sait sans doute là aussi une interprétation ou une signification qui nous échappe, comme la table du dolmen de Balmarolès avec cette espèce d'appendice triangulaire. C'est le seul cas qu'on connaisse comme ça, ou ici les fadarelles qui évoqueraient plutôt déjà une forme animale. Et qui ont été taillées, ce ne sont pas des rochers naturels. Dans le choix des matériaux liés à la géologie, le dolmen de Boussac, les dalles intérieures, les piliers comme la table, sont constitués ont été exploités dans un banc de rochers qui avait des empreintes géologiques très, très marquées, comme voit ici, et qui ont été mises à l'intérieur des trois côtés. Celle-ci est plus usée, mais les trois ont été utilisées. Donc une volonté, comme dans tous les dolmens d'ailleurs, les faces d'arrachement du sol sont toujours mises à l'intérieur de là où on met les défunts. On a aussi des cavités sépulcrales dans des environnements particuliers, comme à Bellevieille, ici au pied d'une colonne spectaculaire qui fait 20 mètres de haut à peu près, qui a une forme très bizarre. On a une petite cavité qui a servi à inhumer des défunts. Ici, l'homme mort, une cavité où il y avait une cinquantaine de défunts qui étaient déposés à l'intérieur, et dont l'entrée a été en partie taillée ici, en tout cas, et qui évoque clairement une vulve. Donc, est-ce que là, on a un lien entre le dépôt des défunts dans la matrice, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, le constat, c'est de cette similitude. Même chose un peu au Gâche, ici, à Veiro, où une cinquantaine d'individus étaient déposés dans une petite cavité d'aspect triangulaire, et qui a été, là on le voit pas, mais qui est aussi taillée en arrondi ici. Et ici encore une autre, il y en a beaucoup d'autres comme ça, mais on est qu'au début des relevés. Pradelles-les-Rousseaux, où la forme évoque le sommet des pierres dressées ou des statues menhirs qu'on a classiquement avec cette forme en anse bien caractéristique. Et au-dessus, aussi un gros rocher qui marque ce bloc rocheux. C'est des choses assez récurrentes, on n'a pas fait les statistiques dessus, mais il va falloir le faire parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et enfin, pour finir, une cavité encore sépulcrale, mais très différente, qui est la grotte sépulcrale du cimetière. Donc, elle a été appelée comme ça parce que les premiers fouilleurs du 19e évoquent à chaque coup de pioche le fait qu'ils rencontrent des ossements humains, des tibias, des crânes, etc. Donc quand on rentre, on trouve de gros rochers, bon, rien de spécial, mais quand on est à l'intérieur, on s'aperçoit qu'en fait, cette entrée a été bâtie sur le modèle de dolmen avec un bloc ici qui fait à peu près 20 ou 25 tonnes. Hein, c'est un énorme bloc de 5 ou 6 mètres cubes. Et qui pose sur le dos ici un autre énorme bloc. Et à l'intérieur, on se retrouve avec une cavité sépulcrale donc les corps étaient dans toute cette zone ici, déposé autour d'un pilier stalagmitique. Et ce pilier stalagmitique, ici, il y a des stalactites qui ont été cassées, et ici, il a été en partie bâti, il y a des choses qui ont été bâties, qui ont été recalcitées, mais qui ont été bâties. Donc, il évoque une mise en scène avec des dalles, d'ailleurs, ici verticales, ça évoque une mise en scène de ce pilier dans cette cavité. Donc, ce qu'ils ont fait dire, je ne sais pas s'ils ont vu ici dans les
milliers de petites stalactites, donc la voûte céleste, et ils ont vu le lien qu'on connaît par ailleurs entre le monde d'en bas et le monde du ciel, je ne sais pas. En tout cas, il y a une mise en scène d'une cavité sépulcrale souterraine avec des aménagements, des spéléothèmes. Donc si on fait un petit bilan du lien des monuments mégalithiques et en pierre et des contextes géologiques, on s'aperçoit que dans la première période, vers 5000-3600, on a des stèles iconiques, donc des menhirs, et des stèles anthropomorphes dans tous les milieux, qu'ils soient calcaires, dolomitiques, granitiques ou gréseux. Il y a, vers la fin, il commence à y avoir quelques dolmens qui apparaissent et quelques cavités sépulcrales. Quand on passe au néolithique final chalcolithique, vers 3600, là il y a une bascule, les pierres dressées plus anciennes quasiment disparaissent, pour laisser place dans les zones granitiques, gréseuses ou schisteuses à des statues menhirs, et dans les zones calcaires dolomitiques à des dolmens ou des cavités sépulcrales. Mais jamais de dolmens dans les zones dolomitiques, ce qui nous pose aussi une question du lien au milieu, parce que les milieux calcaires et dolomitiques sont complètement imbriqués sur ces plateaux. Si on regarde sous l'angle des matériaux utilisés, le calcaire et la dolomie, tous les matériaux sont utilisés pour fabriquer des stèles, des menhirs, des stèles anthropomorphes dans les périodes anciennes. Les dolmens sont très rares, et les cavités sépulcrales aussi, donc bien sûr il n'y a pas beaucoup de ces roches qui sont utilisées pour ça. Par contre, quand on passe dans le néolithique final, le calcaire et la dolomie ne servent jamais à faire, on n'a pas une seule statue dans le groupe Rouergat qui soit dans ces roches-là. Par contre, on a des statues en granit ou en grès. Et quelques-unes en schiste, mais elles sont rares. Le schiste n'est pas commode à tailler, et il n'y en a pas beaucoup. Et les dolmens peuvent être dans toutes les roches, mais les plus fréquents, c'est en calcaire. Et les cavités sépulcrales ne se trouvent que dans ces types de matériaux. Ou n'ont été aménagés qu'avec ce type de matériaux. Donc en résumé, on a de nombreuses stèles aniconiques qui ont été dressées aux abords des grands caos rocheux dolomitiques, des calcaires, des gréseux granitiques à proximité des géosymboles. On a des monuments funéraires ou sanctuaires qui ont été construits ou érigés dans des contextes géologiques particuliers, comme au Bois de Boussu ou au Mas de l'Archer, mais à d'autres endroits aussi. Donc avec ou dans des cavités particulières. Il existe une proximité géographique entre dolmens et statues menhirs sans aucune barrière naturelle. Dans la zone et dans le temps des statues menhirs et des dolmens, dans cet espace, on a à la même période une même population, une même culture matérielle, mais avec des expressions, pour moi, symboliques différentes. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces monuments et comment on pourrait essayer de réfléchir à la perception du monde sur ces populations néolithiques? Alors, on ne sait pas quelle cosmogonie a mené ces populations à dresser des pierres. Ce qu'on sait, c'est qu'avec l'arrivée des premiers paysans, en tout cas, on va voir apparaître de nombreuses pierres dressées dans ces régions-là au niveau de l'impact de la zone proche de la Méditerranée. Est-ce que ces interprétations de ces forêts de pierres naturelles sont liées à des croyances ou à autre chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont vu un peuple pétrifié, des êtres du monde en bas, des émanations toniennes, pardon, et on ne sait pas tout ça. Par contre, ce qu'il faudra essayer de réfléchir sans doute, c'est quel rôle le bagage intellectuel amené par les premiers colons néolithiques a joué dans ce monde-là. La mise en scène du bois de Boussu et du Mas de l'Archer et de certaines cavités montre que les roches et certains sites ont été investis comme des entités, si ce n'est vivantes, du moins comme les berchants des ancêtres ou les ancêtres ou leurs esprits. Donc là, ces gens-là, pour moi, ont vu et ont interprété ces monuments, ces sites avaient leur ont donné une signification. Laquelle exactement, bien sûr, on ne le sait pas et on le saura peut-être jamais, mais quand même. On voit aussi qu'il y a une évolution vers des interprétations des pratiques plus centrées sur les communautés humaines à partir du néolithique final. Les communautés se sont développées. L'histoire ancienne des origines de ces communautés s'est sans doute perdue dans le temps. Et il semble que ces gens-là se sont tournés plus vers leurs défunts, leurs ancêtres, leurs chefs ou leurs chefs, ce qui a conduit à conférer aux pierres une véritable forme d'incarnation au travers des statues menhirs dans la zone des
des statues menhirs, et sans doute à une forme de protection de ses ancêtres dans les dolmens et les cavités sépulcrales. Les statues menhirs et les dolmens des cavités sépulcrales sont, de mon point de vue, les témoins d'une même façon de penser, d'une même ontologie, dont un des éléments était le lien entre les défunts, le monde d'en bas ou de l'au-delà, et le monde des vivants. Donc sans doute un dialogue sur lequel il faudra réfléchir entre ces mondes-là. Il reste bien sûr de nombreuses questions sur le mode d'identification général sur lequel fonctionnaient ces sociétés, autrement dit, comment se percevaient-elles dans le monde de cette période. En tout cas, ces monuments en pierre sont, selon le type et la période, soit des roches vivantes, soit des incarnations, ou sans doute les témoins de cosmogonie de ces populations. C'est aussi sans doute un des rares mais importants témoignages des pensées des sociétés agropastorales du néolithique. Il reste sans doute bien de questions que notamment a posé à nos amis anthropologues, parce que nous, en tant qu'archéologues, nous sommes parfois démunis dans la réflexion sur ces monuments-là. Et j'ai essayé de vous présenter un petit peu dans quel contexte on pourrait éventuellement réfléchir à ces choses-là. Je vous remercie.